J'ai seulement le plaisir de vous accueillir ici. Le CEDITER organise aujourd'hui la deuxième rencontre pour promouvoir une approche territoriale systémique et pour nous efforcer de mettre en place une recherche tournée vers l'action qui privilègie le dialogue entre approche conceptuelle et approche de terrain. Dans ce but, nous avons d'organiser ces rencontres autour de 3 thématiques. Les nouvelles identités territoriales, les interactions entre innovation et territoire, les stratégies politiques possibles. Il est important, de même dans l'après-midi, qu'il y aura une session de travail collectif pour définir les modalités et l'organisation des possibles réseaux de recherche internationaux. Je me remercie également la Caisse des dépôts, présentée ce matin par Madame Laudier, responsable de l'Institut pour la recherche, l'Institut arabe des chefs d'entreprise, autres représentants des agents économiques, le CCAI France, la Mutuelle nationale territoriale, la Société géographique italienne, bien naturellement, et la ville de Paris. Alors, je voudrais demander à M. Temar, ancien ministre et doyen honoraire de la faculté de sciences économiques d'Alger, des mots d'accueil. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Évidemment, je ne m'attendais pas à prendre la parole, donc j'ai très peu de choses à dire, sauf à vous remercier de m'inviter et d'inviter nos délégations d'Algérie en tous les cas, et de me donner l'occasion, en fait, d'être à votre écoute. C'est parce que je ne suis pas très spécialisé. J'ai travaillé beaucoup sur le territoire dans le cadre, évidemment, de nos stratégies industrielles en Algérie, mais il est évident que j'ai tout à apprendre sur ce plan-là. Les choses ont tellement évolué, et grâce à l'appui du professeur Stab, qui est mon professeur de ce point de vue-là. Donc je serai plutôt, si vous me permettez, à l'écoute, plutôt que vraiment donner beaucoup d'idées, sauf mon expérience personnelle. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Alors, je propose maintenant à Madame Laudier de dire 2 paroles, 4, 5, 6. Oui, bonjour. À mon tour de vous remercier de m'avoir invité à intervenir dans le cadre de ces deuxièmes rencontres du CEDITER. Donc, rencontre qui nous intéresse beaucoup et que nous suivons. Alors, d'un point de vue partenariat, ça prend la suite d'un certain nombre de soutiens que nous avions fait déjà aux rencontres entreprises et territoires sur les enjeux à la fois économiques et de stratégie territoriale, de management des territoires. Donc, c'est assez logique pour nous de vous accompagner, enfin en tout cas d'être présente lors de ces deuxièmes rencontres du CEDITER. Alors je voulais juste peut-être rappeler d'une part les enjeux de territoire à la Caisse des dépôts et dire dans un deuxième temps ce que ça nous incite à faire en termes de recherche et qui correspond tout à fait à vos thèmes de travail. Donc la Caisse des dépôts est un acteur des territoires. Elle a réaffirmé son souhait d'être un acteur pivot du développement des territoires en lançant en mai dernier un pôle au sein de l'établissement public qui s'appelle Banque des territoires. Donc en fait, c'est pas une banque, c'est la Caisse des dépôts, c'est un pôle, c'est-à-dire ça rassemble au sein de l'établissement public les métiers en direction des territoires. Donc les métiers d'ingénierie, les métiers de prêt au projet, en particulier aux collectivités, au logement social, et les activités d'investissement dans des secteurs prioritaires comme la transition énergétique, l'immobilier ou encore les transports. Et également, on a ajouté à ce pôle le réseau des notaires. Ce pôle qui est au sein de l'établissement public Caisse des dépôts travaille aussi en lien avec, d'une part, la CET, qui fait de l'aménagement urbain, et deuxièmement, CDC Habitat, qui est notre filiale. Ça va ? Pardon. Qui est à la fois bailleur et contribue à la construction et construit des logements sociaux. Donc voilà le cadre. Et nous, au niveau de la recherche, on alimente des travaux qui ont pour objet d'éclairer les enjeux des territoires en amont pour mieux irriguer les métiers donc sur le terrain, métiers qui passent par notre réseau de direction régionale, puisque sur l'ensemble de ces
ces actions, on passe évidemment par un suivi de terrain. Donc, alors, en matière de recherche, pour réfléchir en amont aux enjeux des territoires, on a, comme vous, une approche écosystémique. On essaye de comprendre les moteurs du développement local de manière effectivement systémique. L'idée est de sortir des approches purement sectorielles, verticales, mais d'essayer de voir plutôt de manière intégrée quels sont les moteurs du développement local. Alors ça nous conduit notamment à réfléchir à des enjeux de gouvernance territoriale. Donc, c'est des sujets qui avaient pas mal été abordés dans d'autres rencontres entreprises et territoires. Donc, on a des choses autour de la gouvernance. Quel type de projet, comment élaborer notamment un projet partagé de territoire mené par la collectivité, mais avec la contribution des autres acteurs du territoire. Donc cette question de coproduction. Alors on a aussi beaucoup de choses qui sont en lien avec les priorités territoriales des pouvoirs publics. Donc on a d'une part fait une annonce en termes de plan logement en avril dernier. Donc c'est une priorité classique à la Caisse des dépôts, historique, mais bon, on a renforcé nos moyens dans le cadre de la réorganisation du secteur. Nous sommes en appui très actif du programme Action Cœur de Ville, qui a pour objet d'apporter des solutions financières aux villes moyennes pour revitaliser leur centre-ville. Donc toute la question des cœurs de ville. Donc ça, c'est un gros dossier pour nous en ce moment. Et puis plus globalement, tout ce qui est recherche aussi sur la réduction de la fracture territoriale, c'est-à-dire réfléchir aux relations que les territoires peuvent avoir, les relations que les territoires peuvent avoir entre eux, comment dialogue la ville avec les territoires aux alentours, les contrats ville-campagne, dont on parlera cet après-midi, les relations entre villes moyennes. Enfin, toute cette question d'interterritorialité est aussi pour nous importante, notamment dans le débat actuel. Donc on essaye d'éclairer ça de manière fine, de sortir des représentations trop binaires, en disant qu'il y a des villes moyennes qui fonctionnent, il y a des grandes villes qui ne fonctionnent pas si bien. Enfin, en revanche, il faut bien regarder à chaque fois, c'est peut-être la conclusion, bien identifier les ressources des territoires. Donc on se dit que peut-être il faudrait insister sur cette question de diagnostic, qui n'est pas forcément bien prévue dans les outils financiers. On fait de l'ingénierie territoriale, mais avant tout ça, ça peut être important de faire un diagnostic, et même un diagnostic partagé. Voilà, donc on retrouve un peu cette nécessité dans nos travaux, mais c'est des choses que vous allez discuter. Je ne veux pas trop parler longuement. Merci. Je vous remercie l'un l'autre. On peut commencer à travailler, alors je donne le micro à M. Giard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente très rapidement, Didier Giard, je suis membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et j'ai été l'un des vice-doyens de la faculté d'administration et échanges internationaux qui forme la base du CEDITER. Et j'ai organisé les 12 rencontres entreprises et territoires dont Madame Laudier a fait référence à l'instant. Alors, le premier maître mot de ce matin, c'est qu'il faut se couvrir parce qu'il fait froid. Il semblerait donc qu'une pièce fasse défaut depuis des mois, mais qu'au miracle, elle serait réparée peut-être durant notre rencontre. Donc il faut tenir bon. Moi-même, je pourrais être amené à tout sauter de temps en temps, mais vous m'excuserez, ce n'est pas dû à cette salle. Voilà. Deuxièmement, donc c'est la première table ronde. On va essayer de rôder l'organisation et de rattraper une partie de notre retard sans évidemment contrecarrer les interventions des uns et des autres. Ce premier sujet, c'est bon qu'il ait été choisi en première table ronde. Mobilité, multi-appartenance, identité territoriale. C'est un sujet qui semble être très important en France en ce moment, mais aussi en Europe, bassin méditerranéen et dans le monde entier. Ce rapport au territoire. Et donc, c'est une très bonne chose que notre premier intervenant, le professeur Petsiméris, qui est géographe,
à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, puisse nous faire une première approche de ces questions. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai plus que de faire une leçon ex cathedra, j'étais prêt à discuter en tant que rapporteur des interventions qui étaient arrivées. J'ai eu 3 interventions, 2 sous forme de sommaire et une autre un petit peu plus longue. Alors moi, je vais prendre quelques pistes je vais lancer quelques pistes pour ouvrir les débats. Les sujets de notre table ronde sont très très vastes. La question des mobilités, les fondateurs des sciences sociales du monde occidental, à partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, mettaient l'accent sur l'importance des mobilités. Je parle notamment de Ravenstein, de l'Institut Royal Institute of Statistics de Londres, ou des gens de l'école de Chicago qui insistaient que pour comprendre le monde, il fallait comprendre ses mobilités. Je pense aussi à des grands penseurs comme Georg Simmel, avec les grands paradigmes qu'il a lancés sur l'étranger, le profil de l'étranger, où il parlait de la dichotomie, de la stabilité et de la fixité, a été traduit en français, et de l'errance. Et souvent qu'on a des sciences sociales qui concentrent, se focalisent plus sur la fixité que sur la mobilité, sur l'errance. C'est vraiment très très important d'avoir les deux choses. Cette mobilité, bien évidemment, a des personnes qui sont mobiles, mais des objets aussi. Et ces personnes-là, par force des choses, ont et le statut de la fixité et le statut de la mouvance, de la mobilité. C'est-à-dire, il appartient à plusieurs mondes. Et je ne me réfère pas uniquement à l'échelle internationale, à l'échelle locale aussi, entre la ville et la campagne, entre un quartier à pas donné dans une ville et un autre quartier. Alors, la chose qui me pose plus de problèmes, c'est la question de l'identité. Pour paraphraser un des saints de l'Église qui essayait de parler, c'était, je pense, Saint Thomas, qui essayait, Saint Tommaso, essayait de dire que quand quelqu'un lui a demandé de décrire les temps, ou définir les temps ou l'espace, il a dit, c'est quelque chose que je peux faire facilement, dans ma tête, mais toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui me demande de le décrire et de le définir, j'ai toujours du mal. C'est la même chose l'identité. C'est déjà très très difficile et un concept chaotique quand il s'agit de l'identité personnelle, parce qu'il y a différentes phases de notre vie. On peut avoir des identités différentes. Alors, quand on passe à la sphère du social, parler d'identité du groupe, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Et quand on arrive aussi à parler d'identité territoriale, en utilisant 2 concepts polysémiques, qui est celui de l'identité, qui pose déjà problème, et celui du territoire, qui a plusieurs types de définitions possibles et imaginables. Et si on se mettait ici, dans cette salle-là, à dire qu'est-ce que l'identité pour vous, qu'est-ce que le territoire pour vous, si on est 100 personnes, je suis certain qu'on arrivera à faire 120 ou 150 réponses. Alors, mais tous ces thèmes-là sont des thèmes très très importants. Et les intervenants qui ont fait des propositions sur cette question-là portent sur le tourisme ou portent sur la définition, redéfinition des territoires.
et sur le tourisme sustainable. Et je pense quand même qu'on peut avoir débat, et plutôt que de donner une leçon ex cathedra, j'aimerais bien vous dire que la question de la mobilité est une question très importante, et je vous ai parlé un petit peu de l'archéologie de la mobilité en vous citant l'école de Chicago ou Zimmel, mais on est depuis les années 90, en France aussi, il y a M. Alain Tarius qui a pas mal travaillé sur cette question-là, mais surtout en Angleterre avec Harry, le professeur Harry, qui parle qui utilise les paradigmes, les nouveaux paradigmes de la mobilité. Mais j'aimerais bien faire référence à un monsieur d'un autre siècle, des 2 autres siècles, Arnold Toynbee. Les plus jeunes ne le connaissent pas. C'était quelqu'un qui travaillait sur les civilisations, mais avant Huntington. Okay? C'était un grand historien, traduit très très bien en français aussi. Arnold Toynbee, c'était celui qui a fait les grands volumes d'histoire sur les civilisations, disait « Civilization is a movement ». La civilisation est un mouvement. « And not a condition », et pas une condition. « A voyage », un voyage. « And not a harbor ». Toynbee a dit qu'on ne peut pas avoir une seule civilisation, qui est vraiment très très importante, l'interaction entre les civilisations, et il est vraiment très très important de prendre en compte les mouvements afin de les comprendre. Alors, pour la France, mais je ne vais pas m'attarder sur l'importance des travaux de Tarius, au-delà des États-nations, les sociétés des migrants, écrivait pour Migration internationale en 2001, Tarius. Okay? Et on a plusieurs types d'immigration. Et après, je vous ai parlé des professeurs Harry et Scheller qui ont relancé en 2000, un an avant M. Tarius, ce qu'ils appellent « The New Paradigm of Mobility ». Alors, ils se réfèrent à la mobilité comme quelque chose d'universel. Et quelque chose d'hétérogène aussi, quelque chose d'hétéroclite. Il y a des demandeurs d'asile, des étudiants internationaux, des terroristes, des membres des diasporas, des opérateurs touristiques, ce qu'on appelle en anglais holiday makers, des hommes d'affaires, des sportifs, des hauts niveaux, des réfugiés, des travailleurs des services, des navetteurs, commuters, des retraités avant l'heure, les jeunes retraités, les baby boomers, des jeunes professionnels mobiles, des prostituées, des forces armées et beaucoup d'autres personnes qui sont en train de remplir des aéroports du monde entier, les grands et les petits, mais pas uniquement les avions, mais aussi les bus, les bateaux et les trains. Et il estimait, le professeur Harry, qu'il y avait 700 millions de passagers légaux en 2000, contre 700 millions, contre les 25 millions des années 50, et contre 1 milliard en 2010. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ces statistiques, mais il a dit qu'il y avait, à l'époque, au début des années 2000, 4 millions de passagers chaque jour. 31 millions de réfugiés qui sont déplacés de leur maison, et une multiplication du nombre de voitures par habitant. Maintenant, à l'échelle globale, c'est-à-dire au début de 2000, 8,6 habitants pour une voiture. C'est-à-dire qu'on a des conséquences qui sont fondamentales et sur la vie des personnes et sur la vie des territoires, pour utiliser votre terme, c'est-à-dire, et pour moi, les territoires, c'est une espèce d'espace approprié. Alors, c'est-à-dire, on a un processus qui est un processus de cosmopolitisation du goût. Il y avait déjà des philosophes français de la période des Lumières qui ont parlé de ça. Quelqu'un à Bordeaux, très très bien connu. Il y avait Zimmel aussi, sur les paradigmes de la mode.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on a les deux mondes, c'est-à-dire le nord et le sud, qui sont étroitement liés, et sont étroitement liés par les nécessités de la demande et de l'offre, qui sont différents types, comme par exemple en termes de main-d'œuvre, en termes de paysages, en termes de consommation touristique, en termes de produits frais, en termes de production, en termes d'artisanat. Ces choses-là peuvent avoir des canaux, c'est-à-dire on a des couloirs, corridors, des flux, qui sont des flux matériels et immatériels. Certains sont de grandes vitesses, de grande intensité, de grandes continuités. D'autres sont des petites vitesses, sont un petit peu plus longs, un petit peu plus discontinus, etc. D'autres sont légaux, d'autres sont illégaux, etc. Mais toutes ces grandes choses et les petites choses font aussi qu'on a ces grands mouvements et cette grande mobilité des personnes et des flux. Souvent, les objets ou matériels ou immatériels se transportent en même temps que les passagers. Et d'autres fois, se transportent avec d'autres moyens de communication de manière illégale, etc., etc. Certains de ces produits-là sont de grandes valeurs, d'autres de moindres valeurs, etc. Alors, je ne vous dis rien de nouveau. Je suis en train de vous dire l'importance de la mobilité au sein des grands penseurs, des fondateurs, on dirait, des disciplines, des sciences humaines de la fin du XIXe siècle, et cette nouvelle émergence de la mobilité. J'ai pris deux noms paradigmatiques, c'est-à-dire la grande contribution du professeur Harry en Grande-Bretagne et les contributions d'un grand monsieur, un sociologue et anthropologue de migration qui est M. Tarius. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, professeur. Oui, oui, bien sûr. C'est bien de le faire. Son intervention était intéressante, puis ça nous réchauffe. Donc, voilà, on a intérêt à le faire, ça. Voilà. Il y a une chose que j'avais omis de dire et que je voudrais préciser maintenant. Je voudrais vraiment remercier profondément tous les intervenants qui, à présent et par la suite, vont intervenir en français. Je pense que c'est très important que l'on défende ensemble cet univers francophone et qu'en matière d'identité, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Je vais passer la parole à Niccolò Inches de l'université de l'université de Rome. Merci. Et qui justement va prendre l'un des thèmes qu'a introduit le professeur Petziméris, qui est le tourisme. Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation du CELITER de m'avoir accordé cette invitation, l'opportunité de présenter ma contribution. Et oui, effectivement, je me rattache à l'introduction du professeur Petziméris à propos du tourisme. Et notamment, je voudrais me rattacher à la question de l'errance qu'il a évoquée à propos des travaux de Georg Simmel. Et l'errance et surtout la mobilité universelle. Je voudrais ajouter quelques mots à propos de ce concept, puisque j'aurai recours notamment à la définition du tourisme comme lieu de la négociation des identités. Et donc de la rencontre, le tourisme en tant que carrefour des rencontres de plusieurs identités. Et surtout à une définition de Marcel Mauss qui parle du tourisme comme de l'un des faits sociaux, d'un fait social total. Donc d'un élément, le tourisme, qui a un impact sur beaucoup d'autres éléments de la vie humaine, notamment le social, le culturel, l'économique, etc. Donc, le tourisme comme négociation des identités est un concept qui
qu'il faut mettre en valeur, notamment à l'heure actuelle, donc à l'ère de la mondialisation, puisque la mondialisation apporte des conséquences, des externalités, des conséquences à la fois positives, soit négatives, vis-à-vis des identités, par exemple, du territoire, et des territoires les plus excentrés, par exemple, les territoires périphériques. Mes travaux de recherche pour ambition celle d'enquêter la question du tourisme à travers la Méditerranée, sur les deux bords de la Méditerranée. Je vais présenter lors d'une deuxième table ronde la question de Barcelone, et notamment la question de la tourismophobie, qui fait la une à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon petit travail de recherche sur le Maroc, et j'aurais bien voulu en débattre avec l'autre intervenant qui venait justement du Maroc et qui allait parler des réseaux de transport de son pays. Mais bon, j'enchaînerai avec ma dissertation. Et à propos du Maroc, du tourisme au Maroc et de la question de l'identité, c'est très important. C'est très important à approfondir, notamment à la lumière des enjeux de la mondialisation. La mondialisation peut impliquer une certaine uniformisation. Une uniformisation des goûts de la part, par exemple, des visiteurs internationaux et des touristes internationaux, mais aussi une uniformisation de l'offre touristique qui est celle des pays de destination. Par rapport au cas du Maroc, je ne sais pas combien de temps j'ai pour Pour l'instant, on est libre. Pour l'instant, on est libre. Puis à un moment donné, on le sera plus. Par rapport au cas du Maroc, on peut constater un certain décalage entre l'offre touristique et les stratégies touristiques globales à l'échelle nationale, qui ont été promus au fil des années par les autorités nationales du Maroc, et certains phénomènes qui se développent plus au niveau local au sein des communautés territoriales et qui semblent à l'écart d'une stratégie nationale pour le développement touristique. Je dis ça puisque le Maroc est devenu un acteur central par rapport au tourisme, et notamment par rapport au tourisme durable. Je rappelle juste qu'en 2016, le Maroc a accueilli la COP 22 par rapport à la question environnementale et la réduction, les objectifs des réductions de gaz à effet de serre. Donc c'était le suivi de la COP 21 et les accords de Paris de 2015. Et en marge de l'organisation de la COP 22, le Maroc avait promu la signature de la charte du tourisme durable, la charte africaine du tourisme durable, avec 24 acteurs africains en dehors du Maroc, et avait rédigé sa propre charte du tourisme durable au sein du pays. Et pour la promotion d'un tourisme qui soit à la fois, pour que le tourisme au Maroc soit à la fois rentable au niveau de l'économie et donc du développement de la croissance économique, et respectueux de l'environnement. Pardonnez-moi, je suis un peu assoiffé. Donc le Maroc est devenu un acteur central au niveau du tourisme durable. Au niveau du tourisme tout court, le Maroc a toujours été, les autorités nationales ont toujours pris en compte la question touristique pour le développement du pays, et notamment le roi Mohamed VI a introduit cette stratégie, ce plan national qu'est la vision 2020.
pour le développement des structures touristiques et en fixant notamment des objectifs particuliers. Le fait, par exemple, que le tourisme, que les recettes issues du tourisme atteignent quasiment 9% du PIB national du Maroc, et le fait de pouvoir inscrire 8 destinations touristiques marocaines parmi les 20 destinations touristiques d'envergure internationale. Donc c'est des objectifs de haut niveau, qu'il faut par contre combiner avec le respect de l'environnement et avec le respect de la question du volet de la durabilité. La question donc de la durabilité a été affrontée par exemple lors de la COP22 et lors de la signature, comme je disais tout à l'heure, de la signature de la charte africaine, la charte marocaine du tourisme durable. La prise en compte du volet environnemental signifie notamment le fait d'adapter les structures touristiques marocaines aux nouvelles exigences de la durabilité, par exemple par rapport à la question, à l'introduction du tri sélectif dans les structures hôtelières, à la question du respect des communautés locales, etc. Et donc, mais le fait d'introduire un volet environnemental doit s'inscrire tout de même dans une démarche de croissance économique. Et donc, comment peut-on... donc, l'enjeu pour le Maroc, c'est de savoir combiner le respect de l'environnement et la perspective d'un développement économique. Et donc, j'ai fait cette introduction pour relancer la question aussi du développement local, puisque là on parle de plans, de stratégies au niveau national qui ont un impact, qui ont des effets notamment sur les régions, les zones géographiques les plus prisées par le tourisme international. Quand je parle de ces régions, je pense notamment aux villes impériales au Maroc, à la région de Marrakech, et donc aux villes les plus fréquentées par les touristes internationaux. Et donc, ce sont des villes qui affichent une identité. Et là, je me rattache à la question de l'identité, puisque si l'on pense à la mondialisation et donc au développement des flux internationaux, de la mobilité internationale, et donc à l'uniformisation des goûts, je pense aussi à l'uniformisation des offres touristiques, et en particulier, je pense à l'uniformisation de l'identité qui est affichée, par exemple, au niveau de l'offre touristique au Maroc, puisque le fait de promouvoir uniquement ou pour la plupart des destinations qui affichent une identité monolithique comme celle arabe par exemple au Maroc, cela se fait forcément au détriment du reste du patrimoine marocain au niveau identitaire qui est très important. Et je pense notamment à la question berbère par exemple, et à l'idée de pouvoir développer un tourisme qui serait autrement plus négligé et écarté par rapport au plan aux stratégies nationales du tourisme. Et donc le fait d'inclure les régions, les zones géographiques et les communautés les plus excentrées dans une démarche de promotion marocaine tout court au niveau touristique. Et j'ai pensé au cas des communautés berbères, puisque il y a à l'heure actuelle, on constate la présence de plusieurs réseaux associatifs, de plusieurs ONG par exemple, ou des véritables agences touristiques solidaires, disons, qui s'occupent de la mise en valeur, notamment des communautés berbères et
de tous ceux qui tournent autour de la question berbère, de l'identité berbère, qui est officiellement reconnue par l'État marocain, puisque notamment en 2011, lors de l'introduction de la nouvelle constitution du Maroc, l'identité berbère et notamment la langue berbère a été reconnue en tant que langue officielle du pays. Mais il y a tout de même un décalage entre la volonté de promouvoir une image monolithique au niveau touristique du pays et certaines initiatives qui se développent au niveau local et qui visent à mettre en valeur une identité plurielle marocaine et donc celle de la berbérité, ou celle, comme l'on dit, amazigh. Si je ne me trompe pas au niveau de la langue. Et donc, il y a notamment des réseaux associatifs, des réseaux chapeautés malheureusement par des associations françaises, notamment le réseau AREMT, qui est chapeauté par une agence qui est basée sur Marseille, donc en France, et qui a des antennes en Afrique du Nord, en Algérie aussi, mais notamment au Maroc et en Tunisie. Donc le réseau AREMT, via son antenne marocaine qui est appelée SODEV, s'occupe de la promotion des sites touristiques qui sont plus à l'écart par rapport aux plans nationaux de développement touristique. Et donc, le projet AREMT a pour but celui de promouvoir les us, les habitudes du fait social berbère qui se concentre autour de certaines zones géographiques particulières comme le Haut-Atlas occidental et dans le but aussi de mettre en valeur les pratiques commerciales aussi, les pratiques en termes de culture, à la fois de culture de tradition donc culturelle berbère et aussi de culture dans le sens d'agriculture et de production de tout ce qui est local dans ces régions. Et donc je me suis beaucoup intéressé à la question, aux travaux de ces agences, de ces réseaux associatifs qu'on peut effectivement définir des agences de voyage solidaire. Et en disant cela, et en partant du concept d'identité, je pourrais aussi me rattacher à la question de la recherche d'un nouveau tourisme, à un tourisme de l'authenticité, un tourisme qui échappe, qui a pour but celui de fuir l'uniformité qu'a apporté la mondialisation et l'uniformisation de l'offre touristique, et donc un tourisme qui peut mettre en valeur effectivement les communautés locales et tout ce qui est effectivement négligé par les circuits, les réseaux touristiques officiels. Donc, j'essaie de conclure mon intervention en disant que le défi d'avenir, du proche avenir pour le Maroc, mais pour d'autres réalités de la Méditerranée aussi, c'est de savoir combiner, savoir harmoniser, disons, cette recherche d'une ouverture à l'international qui est très rentable au niveau économique pour des pays en voie de développement comme ceux du Maghreb, mais disons cette recherche, une recherche qu'il faut, qu'il faut harmoniser justement avec une valorisation de tout ce qui reste dans les coulisses du pays et qui compose effectivement une culture plurielle d'un pays comme le Maroc et des autres pays aussi du bord sud de la Méditerranée. Je vous remercie. Alors, le professeur Petsiméris nous a dit que
a bien montré que la mobilité, évidemment, mettait en avant le mouvement, mais qui était à la fois universel et hétéroclite. Et Nicolo Inchus nous a montré qu'il y avait, là aussi, non pas l'opposition, mais le dilemme entre l'uniformisation de l'offre touristique et l'identité culturelle, et la volonté d'aller précisément dans ce qui est les identités culturelles. Donc en fait, là, on parle de mondialisation, et comme il l'a dit à la fin, de savoir harmoniser. Bon, Huntington, je le précise aussi, c'est que dans les travaux d'Huntington, il y a l'idée que le progrès technique va trop vite pour que les cultures puissent s'adapter à ce rythme. Et que c'est pour ça qu'il y a éclat, clash. C'est pour ça qu'il y a rupture. Et c'est l'une des composantes importantes des travaux de Huntington. Alors, la salle bouille d'impatience d'intervenir, je le sens, et c'est pour ça que je vous cède la parole. Denis, tu as un micro? Voilà, Denis a toujours tout ce qu'il faut. Et la chaleur est à l'intérieur. La chaleur est dans notre cœur, Denis, bien sûr, c'est évident. Là, monsieur. Merci. Donc, c'est M. Chebira de l'Université d'Annaba, Algérie. Voilà, d'abord, je remercie les intervenants pour ces excellentes présentations. Et bon, cela m'interpelle, bien sûr, sur différentes questions. Mais là, je vais me limiter, si vous permettez, à une question par participant. Donc, la première, pour le professeur Petsimiris. Vous avez bien défini, si vous voulez, un petit peu cette approche concernant la mobilité, concernant la multi-appartenance. Et là, bien sûr, ça m'interpelle en fait sur la définition même de la notion de territoire. Vous avez dit que si nous étions une bonne centaine de participants, il y aurait une centaine de définitions. C'est vrai que nous soyons par l'approche culturelle ou que nous voyons un petit peu l'approche historique, géographique, économique, technologique. Toutes ces approches-là vont peut-être nous donner des définitions différentes de cette approche territoriale. Mais alors, pour vous, M. Petsimiris, si on vous demandait une définition du territoire, qu'est-ce que vous nous diriez? Je pense d'avoir donné une. Je m'excuse, mais la mienne, ce n'était pas une intervention parce que je n'étais pas parmi les participants. Je devais faire les rapporteurs. J'ai fait un topo concernant les mots-clés qui étaient dans cette table ronde. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensent qu'un sujet plus utile est celui de l'espace, qui est beaucoup plus important. Mais il y a des personnes qui pensent que l'espace, c'est une question philosophique, ou que l'espace vient de la chimie, ou de la physique, ou de la philosophie, etc. Alors, moi, je n'ai pas de problème d'utiliser le terme territoire, seulement qu'on a une confusion. Quelquefois, quand on a envie d'éviter le terme espace, on passe au territoire, et quand on a envie d'éviter le territoire, on passe à l'espace. Je vous ai dit que c'est un espace approprié pour moi. Le territoire, c'est quelque chose qui peut avoir un sens quand on parle de géographie politique. Il a un sens très, très important à la biologie, mais la chose que je disais, c'est que est un terme polysémique, c'est-à-dire comme le terme de l'identité. Je ne dis pas qu'ils sont des mauvaises choses, mais je dis que quelquefois sont victimes de leur succès et différentes personnes accordent à cette notion-là des définitions différentes et on risque à ne pas nous comprendre entre nous, c'est-à-dire uniquement cette chose-là. De la même façon sur la question de l'identité. Et je suis vraiment désolé, c'est-à-dire l'identité n'est pas la langue, c'est-à-dire la langue est une des caractéristiques. En Europe centrale et orientale, il y a de superbes personnes qui parlent en français, les français de racine. Ils ne sont pas français pour cela. Et la question de l'identité me pose un problème parce que qui identifie qui et quoi?
qui est l'identificateur des définisseurs des identités. Okay? C'est ça que j'essayais de dire, qu'on a des termes qui sont relatifs par rapport à l'utilisation que tu as fait du terme de l'identité sur l'identité territoriale. Pourquoi parler de l'identité? Pour parler de l'unicité d'un lieu, qui est superbe. Okay? Pourquoi parler de l'identité berbère ou pourquoi parler de l'identité grecque? Okay? C'est-à-dire, c'était quoi? Ce qu'on appelle la Grèce ancienne, quoi. Okay? C'est-à-dire, les Grecs anciens. Il y avait 4 dialectes différents, quoi. Okay? C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que je dis uniquement qu'il y avait plusieurs concepts qui étaient larges. Pour utiliser un terme anglais, je suis vraiment désolé, quoi. My large. En anglais, c'est loose, ok? Et quand je parle des concepts polysémiques ou chaotiques, c'est dans le sens épistémologique du terme. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de mots, comme la ségrégation, par exemple, qui peut signifier division sociale de l'espace ou comme peut signifier ghetto ou apartheid. Okay? C'est-à-dire, sont ce type de mots qui, pour une série de raisons, on utilise, quoi, mais qui sont des mots très très lourds, surtout dans une démarche de recherche, quoi. C'est-à-dire et que les définitions les meilleures, monsieur, pour vous dire, sont les définitions qu'on a faites pour les définitions du travail. C'est-à-dire de quel territoire on parle, quoi. Okay? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle du territoire national ou du territoire biologique, quoi, ou est-ce qu'on parle de l'espace local, de l'espace de vie, okay? C'est-à-dire, c'est pas que j'avais des problèmes comme ça, ok? Voilà. Et pour revenir sur la question du territoire et de l'espace, je pense à un grand penseur français qui s'appelle Henri Lefebvre, qui a écrit de superbes textes sur l'espace. Il disait que l'espace n'est pas uniquement l'espace matériel, mais c'est aussi la représentation de l'espace, l'espace symbolique, l'espace mental et les pratiques sociales dans l'espace. Alors moi, je trouve mon bonheur dans la définition lefévrienne plutôt que dans l'utilisation du territoire. Mais ceci dit, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'utiliser le terme territoire. C'est superbe, à condition qu'on le définisse. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous repasse la parole tout de suite. Dans l'intervention qu'elle nous avait envoyée, Anne-Marie Lauland commence par la première phrase. Le territoire mental ne se confond pas avec le territoire géographique ni avec le statut du lieu de naissance. C'était juste pour... Merci. Vous aviez une seconde question. Oui, une seconde question. Peut-être une troisième même. Nicolas, non, mais avec 2 questions, ça ira. Voilà, je ne connais pas très bien en fait la politique ou la stratégie touristique au Maroc. Bon, mais depuis la COP 22, bon, ça fait déjà 2 ans, nous sommes actuellement à la COP 24, je pense, qui se déroule en Pologne, ça fait 2 années déjà. Je ne sais pas quel est le résultat en fait de la stratégie qui a été menée par le Maroc dans ce domaine. Alors la question, c'est en fait par rapport au tourisme, ou disons la trajectoire touristique marocaine, je pense que c'est une trajectoire qui est orientée beaucoup plus vers un tourisme de masse. Et les objectifs de passer à 9% du PIB en 2020, cela veut dire aussi qu'il va y avoir un tourisme de masse plus important. Et est-ce que ce n'est pas en contradiction, en fait, avec le tourisme durable? Alors en fait, la COP22, oui, c'est vieux désormais, ça fait 2 ans en fait que ça a été déclenché, mais l'attention, le Maroc a mis l'accent sur la question de la durabilité à ce moment-là, à l'occasion en fait c'est pour ça que je citais la COP22, puisque c'est cette année-là que le Maroc a introduit sa propre charte du tourisme durable et a encouragé la signature d'une charte africaine du tourisme durable avec d'autres acteurs du continent. Oui, effectivement, le problème qui est posé, c'est la compatibilité entre une démarche, une trajectoire, comme vous dites, une trajectoire de croissance économique et la question du respect de l'environnement. Pourtant, le Maroc a fait des efforts, puisque au fil des années, le Maroc a introduit des outils, par exemple des dispositifs aussi en termes de prix, de récompense pour les acteurs du terrain, les acteurs touristiques, notamment les structures hôtelières qui peuvent bénéficier, en respectant certains critères, du label de la clé verte,
qui a été inventé au Danemark, je crois à la fin des années 90, et qui a été répandu aussi à d'autres pays, et que le Maroc a introduit en 2007. Après, en 2008, par exemple, le Maroc a introduit le trophée marocain du tourisme durable pour récompenser justement les gérants des hôtels, des structures touristiques qui respectent le plus des critères et des standards de défense environnementale. Je citais banalement la question du tri sélectif, par exemple, qui fait partie de l'un des critères qui sont pris en compte dans l'évaluation des structures hôtelières. Mais cela reste que, en fait, on a constaté une concentration de l'offre touristique. Je pense toujours, par exemple, au label Clé verte. L'attribution de la clé verte a été, disons, phagocytée par des structures hôtelières qui se concentrent autour des mêmes sites marocains. Je pense notamment à Marrakech, qui rassemble, je crois, la majorité des structures hôtelières clé verte. Donc, et je reprends ce que je disais tout à l'heure à propos de l'uniformisation de l'offre, puisque c'est bien de prévoir des dispositifs de récompense des structures touristiques vis-à-vis de la question environnementale, mais cela reste que ces dispositifs sont, disons, attribués toujours aux mêmes acteurs, et donc des acteurs qui se concentrent autour des mêmes lieux, des mêmes contextes. Je pense par exemple à la région de Marrakech, mais aussi à d'autres grandes villes, aux villes impériales comme Fès par exemple, ou Casablanca. Donc, mais ce sont des sites touristiques qui affichent une image particulière, une image, une identité tout à fait monolithique, disons, du Maroc, alors qu'il y a d'autres territoires qui peuvent être mis en valeur par rapport à disons, à l'affichage d'une autre image, d'une image plurielle du Maroc, et qui, en l'occurrence, concerne la question berbère, qui est normalement très écartée des circuits touristiques traditionnels, disons, au Maroc. Donc, effectivement, je vous rejoins, comme vous dites, qu'il y a une contradiction potentielle entre l'élan vers la croissance économique d'un côté et la volonté de respecter certains critères environnementaux. Mais il y a aussi une autre question, un autre volet, qui est celle, disons, de la durabilité humaine, et donc la prise en compte de l'existence et de la nécessité de mettre en valeur d'autres réalités humaines que sont celles par exemple, des communautés berbères qui sont plus excentrées forcément des circuits touristiques, traditionnels, auxquels on pense quand on pense au Maroc en tant que destination touristique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... De toute façon, oui, je te passe la parole. Votre question est intéressante, puisque évidemment la Méditerranée, de tout temps, est un lieu d'échange très fort. Donc dès qu'on parle de tourisme, c'est évidemment qu'il y a un aspect tourisme de masse. On peut avoir un contre-exemple. Si on prend le Botswana, alors vous me direz c'est très loin, c'est un circuit touristique moins loin, mais c'est aussi 10% du PIB. Alors eux, c'est vrai. Et c'est qu'un tourisme de luxe. Pour protéger le delta de l'Okavango, le plus grand delta intérieur du monde, et les 5 grands fauves qui sont dans les grandes réserves. Donc on a 2 options. Le Bhoutan, c'est la même chose. Vous payez une taxe absolument insensée, de 2500 €, etc., pour aller dans le pays dit vert. Il est vert d'ailleurs. Donc on a des contre-offres, mais ça dépend, comme on l'a dit, évidemment, du territoire où on se trouve. Et on ne va pas comparer un pays qui a 70% de désert comme le Botswana, et puis évidemment les rivages de la Méditerranée. Vas-y. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Charles Sida.
J'ai écouté avec intérêt les interventions du professeur Tsemeris et puis également de M. Nicolai Hinch. Alors, je me posais la question de savoir, quand on a parlé de la définition des territoires et également de l'identité, de leur caractère polysémique et également relativement flou, et de la capacité de chacun d'entre nous à avoir sa propre définition, je me disais, oui, peut-être que je ferais mieux d'en avoir une aussi, et de la soumettre au public. Mais comme je ne suis pas assez intelligent, je ne vais pas m'amuser à cela. Je vais juste souligner une chose qui me paraît relativement bizarre. L'identité est un concept qui est en même temps individuel et en même temps collectif. Et en même temps, le territoire, lui aussi, est un concept qui est non seulement individuel, vous avez parlé de bio-territoire, entre guillemets, l'animal a son propre territoire à lui, et tout seul, hein, et la communauté d'animaux dont nous faisons partie a aussi ses territoires. Et je me suis posé l'autre question derrière, ce concept de territoire... pardon, excusez-moi, nous sommes d'abord des animaux, entre parenthèses, même si nous sommes intelligents par rapport aux autres, enfin, si nous sommes supposés être intelligents par rapport aux autres animaux. Je continue en disant que je me suis posé la question de, comment on appelle ça, de l'arrivée en force du mot territoire depuis une quinzaine d'années dans l'espace intellectuel et politique, notamment en France, mais en même temps de la résurgence de la problématique identitaire depuis un peu plus de 2 décennies sur les mêmes espaces européens, français et tout ce que vous voulez. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ça a ressurgi? Pourquoi tout cela remonte à la surface? Est-ce que ce n'est pas simplement un problème j'allais dire décalage, de perte de capacité de ceux qu'on considérait comme des territoires complètement ancrés dans l'esprit commun, c'est-à-dire on parlait des nations, des pays avant, et là on commence à parler des territoires sans plus avoir référence à la nation ou tout au moins au pays, entre guillemets. Il en va de même de l'identité. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci par rapport à ce phénomène de la mondialisation qui a semblé nier les différences entre guillemets, les territoires pays ou nations pour parler de l'identité? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement, et on voit le gouvernement parler, non seulement le gouvernement, mais tout le monde parler des territoires culturels, territoires de production, territoires de tourisme, comme on vient de le souligner là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de monétisation des concepts par rapport à la problématique de la globalisation, entre guillemets? Est-ce qu'on ne passe pas d'un aspect qui était un aspect philosophique à un aspect purement matériel? Et deuxième question, qui a peut-être plus rapport avec la problématique marocaine, le problème, vous avez parlé du problème du tourisme et de l'identité comme un problème, je veux dire, d'offre. Moi, je me pose la question, pourquoi vous ne partez pas de l'autre côté de la demande? C'est-à-dire, pour moi, la problématique identitaire n'est pas seulement une problématique d'offre, elle est aussi une problématique de demande. Ou si vous préférez, on est dans un système de fragmentation récupérée une fois de plus par les instances qui régissent les problématiques de revenus, ou tout au moins de ressources, et qui nous font croire que des territoires, je mets toujours des guillemets dans ce mot, des territoires ou des identités peuvent être monnayés et donc être spécifiques par rapport à d'autres. Alors qu'au début, le professeur parlait tout à l'heure de l'obligation, quand il faisait sa présentation, de l'obligation naturelle des hommes à pouvoir interchanger. Si on interchange, c'est qu'on a des intérêts derrière, entre guillemets. Et si ces intérêts ne peuvent être que mis sous, comment on appelle ça, la ligne marchande, ça nous pose problème. J'arrête là. Moi, je suis vraiment désolé pour cette histoire-là du territoire, mais en France, c'est un petit peu plus ancien, quoi. Il y a en Italie un grand monsieur qui nous écoute du ciel maintenant, qui s'appelle Lucio Gambi, qui était le plus grand théoricien du territoire. En France, il est arrivé avec Guy Dimeo, très cher ami, très cher maître, qui a écrit plusieurs livres sur les territoires depuis les années 80, et tous ceux qui ont envie de les lire, les invite de les lire. Moi, je vous ai dit ma distance personnelle par rapport à ce type de concept. L'autre chose, dans le domaine des sciences sociales, il y a aussi la question des modes.
il y a un certain nombre de modes qu'on les utilise. Je pense quand même que le territorio est arrivé plutôt d'Italie. Maintenant, ce sont les Anglais, les Américains qui récupèrent le terme territory, ok? Et voilà. L'autre chose, c'est-à-dire il y a une question de mode et il n'y a pas forcément partout une question de monétisation. Par exemple, il y a la question d'un terme gentrification qui a été inventé en Angleterre en 1962 comme une provocation et c'est le mot quand même que tous les jeunes chercheurs qui travaillent sur la ville utilisent, quoi, avec une trentaine, plus que trentaine, cinquantaine d'années d'écart. Il y a le phénomène des modes, quoi, comme la question des mobilités, c'est-à-dire la mobilité était très très connue au sciences sociales. Et les grands gourous de la mobilité ont dû appeler ça « a new paradigm of mobility », un nouveau paradigme de mobilité, parce qu'il fallait dire que la mobilité, ce n'est pas comme la mobilité avant. Mais je suis certain quand même qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des échanges internationaux, il y avait des productions internationales, il y avait des multinationales, il y avait des échanges des populations, etc. etc. Et les gens, quand par exemple je pense à Ravenstein qui a fait grand cartographe et géographe, c'était lui qui a fait les lois d'immigration, mais un grand cartographe aussi qui a montré que la géographie a besoin de représenter les flux, c'était parce qu'on était dans une période quand même où il y avait des flux de mobilité. Et moi, il ne faut pas voir la monétarisation de tout. Par contre, sur la question de l'identité, on utilise le terme identité pour dire d'autres choses aussi. Et je dis qu'il vaut mieux les dire, c'est-à-dire quand on parle d'image ou quand on parle de caractéristiques. Ok? Pourquoi utiliser le terme identité? Pourquoi utiliser un terme quand même qu'on ne maîtrise pas trop, quoi, qui peut signifier plusieurs choses? Mais chacun est libre d'utiliser ce qu'il veut. Voilà. Moi, j'étais formé quelque part en Normandie où on avait un grand professeur qui s'appelait Robert Héran qui nous demandait, avant qu'on dise ou qu'on fasse n'importe quel type de choses, Biagio Garzena aussi à l'École Polytechnique de Turin, qui nous appelait du nettoyage des concepts, okay? C'est-à-dire il fallait les laver, quoi. Okay? C'est-à-dire les laver, faites attention, pas parce que les concepts étaient sales, mais il fallait qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Confucius, si j'étais roi, je commencerais par redonner leur sens aux mots. Moi, je voulais juste répondre à messieurs par rapport à la question vous souleviez la question de la demande, non? Bien entendu, le marché, c'est le moment où l'offre et la demande se croisent, donc se rejoignent. Et donc, oui, moi, je me suis concentré plutôt sur l'offre, mais il y a une demande. Et par rapport, par exemple, à la nécessité pour le Maroc de développer le volet touristique, à la fois dans une démarche de croissance économique et de durabilité environnementale. Et là, je pense qu'on répond à deux exigences qui se développent au sein de la demande touristique. Parce que d'un côté, la mondialisation a intensifié la mobilité internationale, et donc il y a effectivement du point de vue numérique de la quantité, une hausse évidente des flux touristiques qui concerne aussi l'Afrique, et en l'occurrence l'Afrique du Nord. Et de l'autre côté, il y a une demande touristique qui se spécialise, disons, et qui devient plus exigeante par rapport, par exemple, à la question environnementale. Et donc aujourd'hui, si d'un côté les flux touristiques augmentent, il y a aussi des vagues touristiques qui deviennent plus sensibles à la question environnementale. Et donc, et là, indirectement, j'argumente aussi encore un petit peu plus pour monsieur, le fait de mettre l'accent sur la durabilité du tourisme, c'est aussi ça implique aussi le fait de venir à l'encontre d'une demande touristique qui est de plus en plus sensible et
faire face à une prise de conscience enfin du touriste international par rapport à l'enjeu environnemental qui est devenu désormais global. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ajouterais alors, est-ce que ça ne fiche pas les identités sur place? Ça ne fige pas les identités sur place. Oui, parce que je pense que si le touriste, d'un côté est sensible à la question environnementale, mais ça ne veut pas dire, à mon sens, qu'il est, sensible à la diversité culturelle, par exemple. Donc, un touriste qui se rend au Maroc s'attend à que le Maroc lui apporte certaines choses en termes d'identité. Je répète le mot identité, mais en termes d'offres culturelles. Alors que, et c'est ça le but un peu de mon travail, c'est de mettre en avant aussi une autre offre culturelle aussi, qui est celle par exemple, des communautés non officielles, des communautés berbères qui sont mises à l'écart par rapport à l'offre touristique nationale et un peu plus conventionnelle, disons. Voilà, donc, s'il existe bien des réseaux touristiques non officiels, disons, qui sont promus notamment par des associations, par des organisations non gouvernementales, c'est parce qu'il existe aussi une minorité touristique qu'on peut comparer par exemple au phénomène du backpacking qui remonte aux années 60 et qui demande une authenticité, qui porte une demande d'authenticité touristique et donc qui peut effectivement s'investir dans des voyages plus non conventionnels, moins conventionnels et plus à l'écart par rapport à une offre touristique encadrée dans des plans nationaux. Oui, j'étudiais avec M. Petsimelis, donc je peux comprendre certaines références qu'il fait et les mêmes professeurs. Mais je reste lié à la notion et au concept de territoire donné lorsque nous étions étudiants. Donc, j'ai fait une distinction entre espace abstrait, espace physique, territoire et lieu. Parce qu'ils sont des représentations différentes du même, certaines fois du même objet. Donc, l'espace abstrait, c'est un modèle, un espace mental. L'espace géographique, c'est quand même l'environnement, c'est qu'il contienne l'espace sociologique et que c'est le territoire. Le territoire ne peut pas exister sans personne, sans société. Donc, c'est l'espace lié à la société. C'est un espace économique, social, etc. Et le lieu, c'est une autre chose, parce que le lieu, c'est quelque chose de défini. Donc, c'est aussi un espace mental. C'est un espace du sujet. C'est pas un espace de la société, c'est pas un espace de tous. Le lieu, c'est toujours un espace personnalisé, quoi. Donc, il faut rester, moi je pense, lié à cette définition, parce que sinon on devient... Je suis probablement très cartésien, mais... Ok, je suis très... Merci Fiorenzo, avec le professeur Fiorenzo Fellaino. On a partagé pendant notre jeunesse la formation à l'École polytechnique de Turin, la faculté d'architecture. Alors, vous pouvez imaginer, on a un certain âge, les débats sont anciens. Alors, pour rester sur la question du territoire, de la francophonie et du franco-français, on est dans un superbe pays, la France, où il y a un grand monsieur, un grand scientifique qui s'appelle Gaston Bachelard, qui a écrit un texte superbe qui s'appelle « La poétique de l'espace ». Il n'a pas écrit la politique du territoire, Juste pour vous dire que
ne signifie pas qu'espace a toujours signifié Leibniz, hein, ou Newton, hein, ou l'espace géométrique d'Euclide, ou l'espace, hein, d'Henri Poincaré. Okay? Mais c'est la poétique de l'espace. Alors, on est toujours en France, hein, et il y a aussi les autres groupes. Hein. Je rends hommage à une grande école, une grande école française, hein, de French Studies, qui est très très à la mode maintenant, 50 années depuis, hein, 50 années ou presque, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et je parle de Lefebvre, je parle d'Anatole Crop, d'Emmanuel Castells et ces gens-là, qui ont fondé à la fin des années 60 une revue très très importante qu'il appelait Espace et Société, pour montrer que l'espace n'était pas uniquement l'espace des physiciens. En même temps, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la censure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le terme territoire. Je dis, utilisons-le, mais disons qu'est-ce qu'on entend par ça. C'est-à-dire, quand il y a les termes de collectivité territoriale, ça me va très très bien parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Okay? Quand on parle de territoire animal, c'est super parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on parle de les territorio, hein, okay? Quand on parle des déséquilibres territoriaux, on le sait, okay? Mais ça me pose un problème, hein, quand on essaie de l'opposer ou le confondre avec l'espace, ou on peut le confondre aussi, mais à condition qu'on se rende compte quand même que l'espace, c'est l'espace société, quoi, l'espace habité. Voilà ce que j'avais à dire, et je vous assure que si j'avais su que je devais faire une grande discussion sur les territoires, j'aurais fait une autre chose. Par contre, les deux termes sont très, très complexe parce que toutes les fois auxquelles on se réfère à ces termes-là, on parle de l'espace domestique et du territoire, hein, domestique jusqu'à l'espace global ou l'espace interstellaire. Okay? Alors, poser la question de l'échelle, et il ne faut pas imaginer que c'est le problème des territoires, de la ville par exemple, parce qu'on parle de la ville de Paris. Okay? Mais pourquoi on ne parle pas de l'école d'air métropolitaine de Paris ou du Grand Paris? Si je vous ai demandé, quoi, par exemple, prenons une espèce de papier, quoi, ici, et essayons de délimiter les identités, les termes qu'on est en train de présenter. Quoi. Quand je vous dis Paris, quoi, vous allez la mettre où? La ligne, hein? À la ville médiévale, Intramuros, etc., où c'est la limite administrative, ou à ce que les gens appellent Paris, quoi, qui est l'espace de vie, qui est l'espace des navetteurs, etc. Ce sont de ce type-là les problèmes que j'ai posés. Merci. On sera amené à en reparler, table ronde 5 et table ronde 6, mais il est sûr que dans le débat de la dernière décennie sur le Grand Paris, vous avez certains des architectes urbanistes du feu Atelier international du Grand Paris et qui avaient proposé que les villes qui jouxtent Paris, Boulogne, Montreuil, etc., s'appellent Paris-Boulogne, Paris-Bouillancourt, etc., parce que l'appréciation vue de l'étranger était qu'on était dans un univers parisien. Je ne prends pas position, je fais juste la remarque. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Il nous reste un petit quart d'heure. Oui, monsieur. Merci. Mohamed Riz de l'Université Qadi Ayad Marrakech. Alors je suis un petit peu interpellé par l'intervention concernant le tourisme, le développement du tourisme au Maroc. C'est une question, sincèrement, en vivant dans cette ère, dans cet espace, on a du mal à analyser ce phénomène, enfin ce processus qui dure maintenant une quinzaine d'années avec une vision qui est établie de façon, on va dire, bien tracée par les pouvoirs publics. Je parle de la vision 2010 et maintenant la vision 2020 qui va bientôt se terminer dans 2 ans.
Alors le changement auquel on a assisté, c'est que, je viens de le dire, on a une vision de la part des pouvoirs publics, mais ça reste au niveau des discours. Pourquoi ? Si je prends la première destination du Maroc, la destination touristique, Marrakech, et si on essaie de voir ce qui se passe en le reliant avec le développement durable, la volonté des pouvoirs publics existe d'aller vers le sens d'un développement durable, mais l'agent ou l'acteur essentiel dans ce développement, ça reste l'investisseur international ou national. Et donc les atteintes à l'environnement dans la région de Marrakech sont terribles. Une quarantaine de golfs en projet, ça c'est des études officielles, une pénurie d'eau très sévère, des projets dans le Haut-Atlas qui visent à changer le cours, à Loukaïmden, là où il y a la répartition des eaux entre la plaine du Souss et la plaine du Tinsift. Donc vraiment un rouleau compresseur de l'investissement qui va vraiment à l'encontre du développement durable. Nous avons des masters au sein de la fac des lettres, 2 masters qui travaillent sur la question du tourisme et le développement durable, et beaucoup de mémoires, de masters et de thèses sont unanimes sur le fait qu'il y a donc ce rouleau compresseur très très inquiétant. Si je sors de Marrakech, je vais à Agadir, la même chose, les dunes de sable ont complètement été laminées, Seydia, c'est la même chose. Donc c'est très difficile de... Donc ce qu'il faut faire, c'est la distinction entre les discours, la volonté affichée par les pouvoirs publics et les moyens qu'ils sont en train de mobiliser. Alors la question de la mazirité, elle est intéressante aussi en ce qui concerne donc cette dimension-là, cette empreinte territoriale. En allant à Ouarzazate, c'est une région complètement amazigh. Mais les investissements touristiques qui se font, sont des investissements, on va dire, les mêmes partout dans le monde, des grands hôtels, des palaces qui ne respectent pas les normes de développement durable. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, moi, quand je vais dans des établissements hôteliers à Marrakech qui sont sous des enseignes internationales, je vois par exemple que même la norme sociale salariale n'est pas respectée par ces chaînes internationales. Les salariés ne sont même pas payés au SMIC marocain. Donc là, je me pose des questions j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il qu'une chaîne internationale se permet de ne pas respecter le droit marocain alors que déjà les salaires sont insuffisants? Voilà mon impression. Donc, parler de développement durable, oui, mais ça reste des paroles et les pouvoirs publics doivent se donner plus de moyens. Il y a le tissu associatif qui bouge beaucoup dans la région de Souera, Marrakech, etc. Mais il ne change pas grand-chose. Maintenant, c'est la logique économique qui l'emporte. Tout à l'heure, le monsieur a parlé de la demande. Les clients veulent des prix très compétitifs. Regardez la destination Marrakech ou Agadir, à quel prix elle se vend. Donc, moi, je suis perplexe devant ce processus. Voilà mon impression. Je vous remercie. Je peux répondre? Oui, la perplexité est partagée, effectivement. Et on constate un décalage entre le discours et la pratique, non? Comme vous disiez. Là, par exemple, dans ma dissertation, j'ai affronté le thème de Marrakech et la question du respect des droits contractuels, des droits de travail des salariés dans le secteur touristique, dans la région de Marrakech. Et par rapport, par exemple, à Ouarzazate,
vous me pardonnerez si je prononce mal le nom de la ville, mais là on constate, par exemple, quand je cite Ouarzazate, je parle d'une dimension du tourisme durable qui est plutôt orientée vers la valorisation de certaines communautés humaines qui sont justement mises à l'écart par rapport à ce que vous venez de décrire, donc de la massification du tourisme et la présentation d'un site touristique pour le touriste international, standardisé. Voilà. Donc, par exemple, le réseau associatif que je citais dans ma dissertation, à Remt, travaille dans la région de Ouarzazate, mais avec des communautés locales pour la mise en valeur des pratiques commerciales et de production de proximité qui est complètement différent de celles des logiques qui se perpétuent d'autre part dans les circuits touristiques officiels, disons. Donc les circuits touristiques uniformisés dont on a plusieurs exemples à l'échelle nationale. Marrakech, Agadir, qui est, je crois, la première destination balnéaire du Maroc. Donc il y a effectivement dans la pratique, la tentative de se mettre en phase avec une exigence environnementale qui a surgi au niveau global, peine à se mettre en place. Il y a des discours, des volontés qui sont affichées, et il y a effectivement des instruments qui ont été mis en place. Parfois c'est très marginal, parfois c'est très... ça reste dans le monde, disons, comme je pense à la campagne Voyage durable qui a été encouragée par le ministère du Tourisme au Maroc, qui a fortement misé sur l'engagement dans les réseaux sociaux. C'est une campagne Twitter qui a été menée par 2 youtubeurs marocains, et dont le but était celui de présenter au public les réalités touristiques qui respectaient certains critères de durabilité et de respect de l'environnement. Mais cela reste parfois de l'affichage, disons, et il faut aller plus au fond, disons, plus dans les coulisses de la réalité touristique marocaine, qui est vaste, et il faut prendre en compte à mon sens, les réalités les plus négligées, disons, qui peuvent se cacher derrière des réalités touristiques plus prisées. Et je répète encore, la question de Ouarzazate est emblématique, puisque nous avons d'un côté, Ouarzazate est une ville amazigh, mais qui est prête à accueillir des touristes internationaux dans des resorts, des hôtels extra-luxe, mais il y a aussi une région aux alentours de Ouarzazate qui offre des réalités communautaires où l'on peut retrouver des logiques de proximité, que ce soit au niveau des commerces, que ce soit au niveau de la production, de la culture, etc. Donc, oui, ce décalage existe, et le défi pour l'avenir sera de voir si les deux côtés vont enfin s'harmoniser, disons. Voilà. Une dernière observation. Alors, effectivement, depuis un certain nombre de minutes, on tourne autour des beautés et des accros de la mondialisation. C'est un sujet qui retombera en permanence chaque fois qu'on abordera, évidemment, toutes ces questions. Je précise simplement que dans une contribution qu'on a reçue, alors, non, d'abord, le professeur Petzimeris a parlé tout à l'heure de 31 millions de réfugiés dans le monde, bien évidemment, il a raison. C'est le professeur Harry, hein? Oui, oui. Voilà. Relayé par le professeur Petzimeris, c'est un duo qu'on a eu tout au long. Mais identité et migration, c'est un sujet majeur. Si vous prenez les Chinois, pendant tout le XXe siècle, ils ont essayé en Asie du Sud-Est de se fondre dans la population,
En Thaïlande, vous avez 40% de la population minimum qui est chinoise, mais 10% seulement, c'est-à-dire 25% du total des 40, a gardé son nom chinois. Et puis, si vous regardez ce qui se passe en Afrique, c'est plus du tout la même position. Donc, identité et immigration, c'est quelque chose de très important. Et actuellement, il faut gérer ces personnes. Donc, le sujet est très ouvert, très fort, et il impacte véritablement mobilité, multi-appartenance, identité territoriale. Mais dans les contributions ont été mentionnées les idées de croissance homogène, de développement d'offres locales et de leur savoir-faire, que nous retrouvons dans d'autres tables rondes, très important, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, que l'on retrouvera aussi. Et évidemment, en matière de tourisme, ça a été mentionné, peu importe. Tourisme et environnement, bon, on en a parlé. Et aussi, le texte envoyé par Saïd et Nassiri parlait aussi de l'impact des noyaux commerciaux dans la mobilité urbaine en montrant, en parlant que les commerces étaient révélateurs de la complexité urbaine. Donc ce sont des sujets et qui impactent aussi les mobilités, bien évidemment. Donc ce sont des sujets qui n'ont pas pu être évoqués ce matin, mais ça reste des beaux sujets de discussion, tant pour les pauses que pour le déjeuner ou les autres moments que nous aurons de libre. Je vous suggère d'aller tenter de nous réchauffer un peu par des boissons chaudes. Les grands aventuriers ne prendront que du froid, et de nous retrouver dans un petit quart d'heure, puisque nous avons en partie rattrapé ce retard. Il faut féliciter tout le monde de la sagesse et de la modération des propos. À tout de suite. Merci.